Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Il sera question aujourd'hui d'économie. Même si je ne suis pas du tout économiste, je n'ai même jamais fait d'économie. Mais il se trouve que, comme 2,5 millions d'autres personnes à travers le monde, j'ai lu, ou du moins j'ai essayé de lire Le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty. Un succès planétaire. Donc je vais essayer de vous dire ce que j'en ai retenu, ce que quelqu'un qui est un littéraire comme moi, un peu historien aussi, et le fait d'être un peu historien a pu m'aider à comprendre certaines des explications de Thomas Piketty sur le temps long notamment, sur cette idée que la croissance a longtemps été quasi nulle, qu'elle a pris de l'ampleur au XVIIIe, XIXe siècle surtout, et XXe siècle encore plus, jusqu'à ce sommet qu'ont été les 30 Glorieuses, et puis qu'il est fort probable que cette croissance économique, tout comme la croissance démographique, va descendre. Je ne parle pas de décroissance, lui-même ne parle pas non plus de décroissance, mais d'une croissance qui ne retrouverait plus les chiffres absolument extraordinaires des dernières années, ou des années d'il y a déjà un certain temps. Et la course à la croissance, la frustration de ne pas retrouver la croissance, peut-être bien qu'il faudra vivre avec. Alors que dire de ce livre donc de Piketty sur le capital au XXIe siècle? Il va de soi que je ne vais pas en résumer toutes les explications, j'en serais bien incapable, et puis il y en a quand même beaucoup. Et je ne suis pas certain d'avoir tout compris. Cela étant dit, je vais pointer sur quelques éléments, et comme je vous le disais, pour ceux qui suivent mes élucubrations, généralement, il s'agit de littérature sur cette chaîne. Et donc, l'économie, oulala, dans quoi il s'embarque, il va dire n'importe quoi. Je vais essayer de ne pas tout à fait dire n'importe quoi, mais bon, je demande votre indulgence quand même. Par contre, Thomas Piketty parle de littérature. Il évoque à certains endroits des auteurs pour notamment parler des questions de rente et de revenus du travail et du capital, pour montrer l'importance de la rente au XIXe siècle, par exemple, où beaucoup de gens vivaient en rentier, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le revenu du travail est beaucoup plus important que le revenu du capital. C'est sur cette comparaison entre ces deux types de revenus que ce livre se base, avec des points d'attention, notamment sur les plus grandes fortunes, et sur l'importance aujourd'hui du capital, des revenus du capital qui montent en flèche, alors qu'ils avaient beaucoup baissé à cause des deux guerres mondiales. Mais la littérature, où est-ce que ça se trouve? J'ai noté la page 184, 184, alors que juste après vous avez des graphiques qui parlent justement de la question du capital, comment se répartit ou se répartissait le capital en Grande-Bretagne, enfin au Royaume-Uni, et en France entre 1700 et 2010 par exemple, où on voit évidemment que le capital des terres agricoles a énormément baissé au profit de capitaux immobiliers,
et d'autres. Mais ça ne nous dit pas ce que l'on peut dire sur la littérature. La nature de la fortune, de la littérature à la réalité. Voilà le titre d'un sous-chapitre du troisième chapitre, les métamorphoses du capital. Quand Balzac ou Jane Austen écrivent leurs romans, au début du XIXe siècle, la nature des patrimoines en jeu est a priori claire pour tout le monde. Le patrimoine semble être là pour produire des rentes, c'est-à-dire des revenus sûrs et réguliers pour son détenteur, et pour cela il prend notamment la forme de propriétés terriennes et de titres de la dette publique. Le père Goriot possède des rentes sur l'État, et le petit domaine des Rastignac est constitué de terres agricoles. Il en va de même de l'immense domaine de Norland dont hérite John Dashwood dans Le cœur et la raison, Sense and Sensibility, et dont il ne va pas tarder à expulser ses demi-sœurs, Elinor et Marianne, qui devront alors se contenter des intérêts produits par le petit capital laissé par leur père sous forme de rente sur l'État. Dans le roman classique du XIXe siècle, le patrimoine est partout, et quelle que soit sa taille et son détenteur, il prend le plus souvent ces deux formes, terre ou dette publique. Donc l'importance du capital, de la rente, plutôt que des revenus du travail. C'est valable dans les romans de Balzac, au début du XIXe siècle, mais dans mes lectures parallèles, dont je reparlerai dans quelques temps, il y a Émile Zola. J'ai déjà parlé d'Émile Zola dans d'autres vidéos, et dans le livre de Zola que je suis en train de lire, La joie de vivre, on a ce problème de la rente de l'orpheline qui diminue, de la rente des petits bourgeois qui leur permet de vivre de manière assez chiche, mais surtout, on n'envisage pas de remplacer la rente par des revenus du travail, et du travail salarié notamment. Donc ça, c'est un changement important qui est mis en avant par Piketty, c'est qu'aujourd'hui, la rente n'est plus ce qu'il faut choisir, ce que Rastignac doit choisir. Pourquoi dans le père Goriot, Rastignac va aller fréquenter des femmes fortunées, les filles du père Goriot? Parce que ces femmes-là ont de la rente, ont de l'argent, et que pour réussir, il faut épouser une femme riche. Alors que faire un travail, faire de longues études pour un travail dans le monde juridique, pour un travail de médecin, des travaux qui sont plutôt bien payés, c'est de toute façon beaucoup moins bien payé que d'avoir une fortune et les rentes du capital qui permettent au fond de vivre sans se poser trop de questions. Bon, ça c'est un point de départ que j'ai trouvé intéressant dans le livre de Piketty, qui montre évidemment qu'il y a de gros changements, que de manière générale pour beaucoup de gens, aujourd'hui c'est les revenus du travail qui sont les plus importants. Il va pointer quand même vers les plus hauts revenus. Son analyse, notamment les 1% qui ont le plus de capital. Et dans ces 1%, là, et même dans le 0,1%, dans les vraiment très riches, ça n'est plus si clair que ça, que c'est le revenu du travail qui
qui compte au contraire, c'est l'héritage, le revenu du capital qui est le plus important. Mais je ne veux pas m'embarquer dans des explications techniques parce que voilà, j'en suis pas tout à fait capable. Allez lire ce que dit Piketty si vous voulez plus de détails. Ce qui est montré aussi par Piketty, c'est que justement, il y a des inégalités croissantes entre une petite minorité qui possède énormément et une grande majorité qui ne possède rien, qui ne possède aucun capital. La plupart des gens, au fond, reçoivent un salaire qu'ils vont dépenser aussitôt avec une petite épargne, mais pas grand-chose. Et en gros, l'argent tourne. Le fait d'accumuler du capital est le privilège de quelques rares personnes. Et ça, c'est un problème, c'est-à-dire que certains accumulent, et se retrouvent avec des fortunes gigantesques, alors que d'autres, n'ont rien et parfois s'endettent et n'ont pas de quoi vivre. Donc voilà des choses qui sont constatées. Ce que Piketty propose aussi, c'est des solutions. Alors, est-ce que ces solutions sont les bonnes ? Je suis bien incapable, là aussi, de donner une opinion. Je les trouve intéressantes, notamment en ce qui concerne le rôle des impôts, et notamment de l'impôt sur le capital. De l'impôt progressif, dans le sens où il faut, d'après lui, que les gens qui n'ont pas de capital ou qui ont peu de capital ne payent pas d'impôts, et puis ensuite, en gros, plus votre capital est grand, plus vous payez d'impôts sur le capital. Mais il y a certaines conditions qui sont mises en avant par Piketty. C'est par exemple le fait qu'il faut une transparence. C'est-à-dire que si on veut que les gens payent des impôts en proportion de leur capital, encore faut-il qu'on puisse savoir quel est ce capital. Or, il est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui a un très fort capital de le cacher, ou tout du moins de le répartir de telle manière à ce que l'on ne soit pas tout à fait au clair sur la dimension réelle de ce capital. Donc il faut trouver de la transparence. Pour cela, l'État doit jouer un rôle important, et ça ne peut pas se faire aujourd'hui dans un seul État. C'est une réforme mondiale qui devrait se faire, une transparence au niveau mondial, une manière au fond tout à fait révolutionnaire de considérer la fortune et le rapport entre fortune privée et État. Le rapport entre le public et le privé aujourd'hui, qui est très largement, la fortune privée est très largement supérieure à la fortune publique, ce qui là aussi est un problème. Il y a le problème de la dette publique que Piketty évoque aussi, en donnant comme solution, au fond, justement un impôt exceptionnel sur le capital, qui d'après lui pourrait régler rapidement les problèmes de dette publique, c'est-à-dire faire payer les gens les plus riches des impôts qui permettront de rembourser ces dettes. Je ne sais pas si c'est réalisable, en théorie sans doute, en pratique, ça risque de susciter beaucoup de débats, parce
on touche à des gens qui sont une élite, qui ont du pouvoir, non seulement financier, mais qui ont aussi du pouvoir dans notre société, dans une société capitaliste. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent est forcément quelqu'un d'influent. C'est sans doute valable, pas seulement dans les sociétés capitalistes, l'argent crée le pouvoir. Voilà, c'était quelques réflexions un peu dans tous les sens autour de ce livre-là, des réflexions d'un béotien en économie, et on va me dire mais c'est plus compliqué que ça, et on a dit à Piketty que ses méthodes n'étaient peut-être pas les bonnes et que parfois c'est critiquable. Je n'ai pas les compétences pour faire une critique véritablement de ce qu'il dit, mais je trouve intéressant de poser cette question de l'impôt, de poser cette question aussi de la transparence fiscale notamment, la transparence des fortunes, et surtout de poser la question de l'inégalité, parce que l'accroissement des inégalités ne peut pas durer éternellement. Si elle perdure, ça Piketty le montre assez bien, et l'historien que je suis le comprend aussi assez bien. Si l'inégalité perdure, ceux qui sont défavorisés vont se révolter. Ils se révoltent déjà, en tout cas certains d'entre eux. Et les privilèges, s'ils se voient trop et s'ils sont trop importants, sont une catastrophe pour une société. C'est bien cela qui a provoqué la Révolution française. Ce sont des privilégiés que l'on a considérés comme touchant des privilèges indus, et que l'immense majorité de la population, le tiers-état, a dégagé. Et aujourd'hui, les ultra-riches sont aussi dans la situation de privilèges indus, ou en tout cas exagérés, qui était celle des nobles avant la Révolution française. C'est même des écarts qui sont parfois plus importants. Les taux de richesse, les gens les plus riches au monde aujourd'hui, ce sont des gens qui touchent un fric énorme. Bref, est-ce que ces solutions proposées par Piketty fonctionnent? Je ne sais pas. En Suisse, pays privilégié s'il en est, mais pays qui lui aussi fiscalement entretient une certaine opacité, et pas seulement fiscalement, mais quand on parle d'argent en Suisse, c'est compliqué. On va voter tout prochainement sur une initiative dite des 1%, ou des 99% plutôt, qui propose de taxer à 150% le capital, donc de taxer plus le capital que le revenu. Là aussi, je ne suis pas sûr de très bien comprendre ce que ça signifie, et si ça va dans le sens de ce que dit Piketty, il me semble que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais cette idée que les très gros capitaux doivent être plus taxés pour que l'État puisse redistribuer ensuite me paraît être une évidence. Voilà. Je vais cesser mes élucubrations pendant que j'arrive encore à parler et à penser. Je ne sais pas si mes réflexions tiennent la route, mais ce que je peux dire, c'est que lire un livre comme celui-là, même si à bien des endroits je me suis senti perdu, me permet de mieux saisir les enjeux économiques d'aujourd'hui.
et d'avoir une certaine vision globale, même si, sans doute, dans les détails, il y a plein de choses qui demeurent un mystère complet pour moi, comme je pense pour beaucoup de gens. Voilà, c'était ce que je pouvais dire sur Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle. Si vous faites partie des 2,5 millions de personnes qui ont lu ce livre-là et que vous avez quelque chose à dire en commentaire de cette vidéo, vous pouvez le faire. Je trouve assez intéressant d'ailleurs ce chiffre de vente donné sur la couverture du livre qui montre que Thomas Piketty n'est pas tout à fait un anticapitaliste. Parce que sans doute que ça a dû lui rapporter un petit peu d'argent cette histoire-là. Voilà. Au revoir.